face à la juge Gruet avec David Barbet. L'invité face au greffier. Bonjour Roda Fawaz. Bonjour. Bienvenue, je suis le greffier d'Anne Gruet. C'est un plaisir de recevoir celui qui a joué dans le bureau des légendes Engrenage Unité 42 au 1985. Dans quelques secondes, vous allez être face à la juge. Si certains en rêvent, d'autres l'ont redouté. Comment vous sentez-vous avant de rentrer dans son bureau ? Très honoré. J'en rêvais, moi. Non, j'en rêvais de la rencontrer. Je suis très content d'être là. Niveau de stress de 0 à 10 ? 2, juste parce qu'il y a une petite phase d'inconnu quand même. Est-ce que vous avez des craintes ou des peurs ? Non, je me demande où est-ce qu'on va aller, c'est tout. C'est la petite crainte, c'est l'inconnu. La petite peur, c'est l'inconnu. Voulez-vous bien me fournir tout ce que vous avez sur vous comme effet personnel, s'il vous plaît ? On en aura besoin pour plus tard. Ok, d'accord. Il y a quoi ? Il y a mon sac. Donc dans mon sac, il y a un texte sur lequel je suis en train de travailler, donc je relirai après notre rendez-vous. Il y a mon casque de vélo. Il y a quoi d'autre ? Il y a mes clés. Et dans les poches, il y a quoi ? Et dans mes poches, il y a toutes mes cartes. C'est donc ça qu'il faut que je donne. Il y a toutes mes cartes. Voilà. Et il y a aussi le badge, voilà. Dans l'autre poche, il n'y a rien ? Non, il n'y a rien. D'accord. Non, Poche arrière non plus ? Poche arrière, il y a le plan pour venir vous rejoindre. Rien d'autre ? Non, je vous promets, il n'y a rien de... Vous voulez l'attelle pour mon bras Non, ça va aller. Sous le chapeau, rien non plus ? Non, rien non plus. Suivez-moi, il est l'heure de rentrer dans le bureau de la juge Gruet. Et n'oubliez pas, ce qui n'est pas toute la vérité n'est pas la vérité du tout. Le formulaire. Oui. Patronne, votre invité d'honneur est arrivé. Bonjour Roda Fawaz, est-ce que je peux me permettre de vous dire qu'on enlève son chapeau dans le bureau du magistrat ? Ok, madame. Je l'enlève. Voilà, d'autant qu'il n'y a pas de problème, vous avez de très beaux cheveux. Avant de commencer, on va remplir un formulaire, ensemble. Ok. Formulaire habituel. Nom, Fawaz. prénom. Roda Mohamed. Vous avez 2 prénoms comme nom, comme entièreté du patronyme. Oui. Fawaz est un prénom, normalement, et Roda également. Duquel vous sentez-vous le plus proche ? Alors, pour nos auditeurs, je dis tout de suite, Roda, ça signifie la roue, et ça a quelque chose de féminin, tandis que Fawaz est un prénom masculin qui signifie généralement victorieux. Victorieux. Mais Fawaz, c'est mon nom de famille. Hein. Oui, tout à fait. Mais Ok. duquel vous sentez-vous la roue qui tourne ou la victoire au bout du chemin ? Waouh. Je dirais que Roda me colle plus à la peau que Fawaz, bizarrement. Pourquoi ? Je sais pas. Peut-être parce que j'ai toujours détesté qu'on m'appelle par mon nom de famille, je pense. C'est un réflexe peut-être scolaire. Et Roda, j'ai l'impression que ça m'identifie énormément de par mon métier, de par ce que je fais. C'est un peu le nom public par lequel on me connaît. Et tous les autres sont un peu des noms plutôt privés. J'ai beaucoup de prénoms et de surnoms, en fait. D'accord. Et quels sont précisément vos surnoms ? Alors, j'ai Mimo. Oui. Alors, j'ai Mohamed. J'ai aussi Mohamed, qui est Mohamed en arabe. Mims. C'est un peu en fonction de là où les gens me connaissent. Depuis quand les gens me connaissent, ils m'appellent tous par un surnom, par un nom différent. Votre âge ? 44 ans. Lieu de naissance ? Tétouan, Maroc. Tétouan. C'est magnifique, c'est près du Rif, ça, Tétouan. Mais oui, alors j'y suis allé pour la première fois il n'y a même pas 1 an parce que mes 2 parents sont libanais. Donc en fait, je suis juste né au Maroc, vu que j'ai Ils sont grandi. phéniciens. Ouais, voilà. L'endroit de l'invention de la langue française. Ouais, mais on est les meilleurs. Malheureusement, notre histoire n'est pas très belle maintenant, mais Oui. c'est un très beau pays. Et donc oui, j'ai grandi en Afrique et donc ma mère est partie accoucher au Maroc. Pourquoi ? À cause de la guerre du Liban de l'époque. Non, en fait, mes parents font partie vraiment de l'immigration qui est allée vivre en Guinée, en Afrique de l'Ouest. Et comme en Guinée, l'Afrique de l'Ouest la Guinée est un des pays les plus pauvres d'Afrique de l'Ouest. Oui. Donc pour accoucher, ma mère est partie juste accoucher au Maroc pour moi et on est revenu en Guinée, puis on est revenu en Belgique. Parfait. Votre profession ? Comédien. Votre principale qualité ? Je pense que c'est fidèle et intègre. Fidèle et intègre. Ouais. Dites la Fidèle ligne... en amitié, tout ça. En oui, amitié, oui. parce Oui, qu'en oui. amour, à mon avis, c'est pas tout à fait le cas. J'ai regardé les subrepticement, les lignes de votre main là tantôt, et la ligne d'amour était assez encombrée. Enfin, opinion. C'est pas faux, c'est pas faux.
Votre principal défaut? Je pense que ça s'arrange un peu, mais c'est l'impatience. Alors, vous avez déjà commis une infraction, laquelle? Est-ce que j'ai déjà commis une infraction, laquelle? Quelle infraction j'aurais déjà commis? Je porte pas mon gilet jaune à vélo. Oui, enfin, si c'est tout ce que vous avez à nous raconter, excusez-moi, Roda, mais c'est pas grand-chose. Vous n'avez pas autre chose de plus croustillant. De plus... qu'est-ce que j'ai pour vous? Qu'est-ce que j'ai fait, moi, comme infraction? Je suis pas... Je vous ai dit, moi, je suis très dans les règles. Je respecte les règles, moi. Ah non, alors, une fois, j'ai fait un truc. Mais moi, je suis plus un blagueur. Oui. C'est une petite infraction, mais voilà, c'est ma petite histoire. En fait, quand on était ado avec mes potes, on n'entrait jamais en boîte de nuit. Et donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on se baladait. On n'entrait pas en boîte de nuit. Pourquoi? Ça vous était barré ou bien? Non, parce que on avait le faciès qui correspondait pas. Ah oui, d'accord. Oui. Vous avez vu là récemment, il y a un échevin qui s'est fait refuser, le pauvre, d'une boîte de nuit. Et tous les médias se sont un peu excités là-dessus, comme si ça venait d'exister, alors que ça existe depuis les années. Le délit de sale gueule, je peux vous dire qu'un jour j'en ai été victime. Vous aussi? Oui, tout à fait. C'est terriblement violent. Dans quel cas? Vous pouvez nous expliquer? Non, mais c'est ou pas mon histoire qu'on raconte. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que c'est extrêmement violent. Et les gens ne se rendent pas compte de la violence de ça, et où est-ce que ça peut mener après des jeunes qui subissent ça tous les samedis, tous les vendredis, et j'en ai fait partie. Et donc, à un moment donné, heureusement, quand on est bien entouré d'amis comme moi et qu'on grandit avec une bande un peu où on prend ça à la rigolade et on essaie de s'en sortir ensemble, notre délire, c'était de se balader en voiture. Et alors, un jour, j'ai fait croire à un ami que j'avais un groupe de copines qui étaient à la maison et qui nous attendaient. Ignoble type. Oui, et je dis, elles nous attendent et tout ça. Et donc, je fais semblant que j'ai un coup de fil, que je parle avec la fille. Et donc, nous, on est 4. Et je dis, quoi, vous êtes 4 copines? Non, vous êtes quoi? Vous êtes sous? Vous voulez faire la fête? Mais non, laisse tomber. Et là, évidemment, j'ai 2 potes derrière qui font, mais non, mais t'es fou, viens, on va les rejoindre. Je dis, écoute, ok, d'accord, il est 2h du matin. Et je dis, écoute, ok, quoi? Ta porte est bloquée, ton concierge est un peu chiant, il faut qu'on sonne chacun à son tour. Je fais, ok, attends. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Je dis à mes potes, ok, il faut y aller un par un. Et donc, le premier, il va, et donc on dépose devant une maison, évidemment, qu'on ne connaît pas. Oui. Devant une porte, et on le dit, ouais, vas-y, sonne. Et donc, lui, il sonne, il est tout excité, il se dit, il y a 4 filles qui m'attendent. Il sonne la première fois, il n'y a rien qui se passe, puis on lui dit, mais sonne, reste appuyé, la sonnette ne fonctionne pas bien. Et lui, il appuie, puis quand la lumière s'allume, évidemment, nous, on part avec la voiture, et on le laisse là. Oui. Et là, vous voyez votre ami qui sprint derrière vous parce qu'il vient de prendre conscience qu'en fait... il s'est fait avoir. Voilà. Donc, on a dérangé des gens à 2h du matin. Mais ça, c'est Quick et Flup, que vous connaissez, Quick et Flup? Je connais la BD, oui. Enfin, c'était un dessin animé aussi, non? Non, c'est une bande dessinée d'Hergé. Et Quick et Flup qui sonne à la porte d'une maison, qui sonne 20 fois, juste pour déranger, rien que pour déranger les gens, juste au moment où, bien sûr, le proprio de la maison se trouve avec un seau d'eau à la porte. Ah, ça je savais pas, vous voyez. Et clac, Quick et Flup trempé. Avez-vous déjà été victime de quelque chose sans avoir porté plainte? À part le délit de faciès, j'ai pas porté plainte. Ouais, le délit de faciès, j'ai pas porté plainte non plus. Le racisme, c'est souvent ça que je vais revenir là-dessus. Exemple. Un jour, je me présente dans un bar, c'est l'anniversaire d'une amie. Cette histoire est vraiment totalement vraie. C'était à Uccle. J'avais une amie qui m'avait invité à son anniversaire. Oui. Et j'arrive à cet anniversaire, c'était dans un bar qui était au bout de la rue Xavier Debues, là où il y a l'église, là. Ah oui, je vois. Voilà, donc c'est Saint-Pierre, je crois. Ouais, et c'est un bar qui, je pense, n'est plus là, c'était à l'époque. Et donc, je suis invité à cet anniversaire, et j'arrive devant le bar, il y a un videur, et là, me dit, on ne peut pas rentrer. Donc moi, je lui dis, si j'ai une amie, en fait, qui fête son anniversaire et tout ça. Oui. Et il me dit non. Et donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai l'habitude un peu de me faire un peu jeter des boîtes de nuit et tout. Donc, on a pris l'habitude de toujours bien s'habiller, d'essayer de montrer patte blanche. Oui. Et là, le gars me dit non, tu peux pas rentrer. Et donc là, c'est l'anniversaire d'une copine et j'ai quand même pas envie d'appeler ma copine. Je dis écoute, on veut pas me laisser rentrer parce que c'est quand même honteux même si on rentre. Parce qu'en fait, le premier mouvement qu'on a envie quand on se fait jeter, c'est de dire allez, je me casse d'ici, vous voulez pas de moi, je me casse. Donc, c'est toujours assez honteux aussi d'insister pour rentrer. Et donc, bref, comme c'est l'anniversaire de ma copine, je l'appelle quand même. Donc, et le temps qu'elle arrive, je vois un autre client arriver. L'histoire que je vous raconte est vraie. Le mec est en sandales short, accompagné de son chien. Et le videur les laisse rentrer devant moi sans aucune question. Et je vois à travers la vitre ce chien qui s'assied sur une chaise comme ça, avec son maître qui se met en face. Et là, je me dis, je vaux pas mieux qu'un chien, quoi. À ce moment-là.
même pas mieux qu'un chien. C'est-à-dire que ce chien peut rentrer alors que moi je dois encore négocier pour rentrer, quoi. Oui. Et ce jour-là, je me suis vraiment senti comme... moi, je vais rester poli, mais voilà, je me suis vraiment senti mal devant ce truc-là, quoi. Oui, c'est pas rester poli qu'il faut faire. C'est quand même un peu avoir de respect pour soi. Oui. Vous n'êtes pas de la merde, en d'autres mots. Ouais. Alors, pensez-vous que ce que je vais dire de vous sera bon? En fait, c'était très marrant parce que la première chose qui m'est venue à l'esprit quand vous avez dit ça, je me suis dit, bon, c'est pas grave, en fait. Quoi que vous disiez, c'est pas grave, je serais... c'est comme si je suis habitué à ce qu'on dise du mal de moi. Non, je pense que je me suis habitué à essayer de ne pas trop prendre pour moi ce qu'on dit sur moi. En fait, de par le métier que je fais, j'essaye évidemment de ne pas être trop sensible aux retours, aux remarques, qu'ils soient positifs ou négatifs. Oui. Et d'ailleurs, c'est souvent un problème, c'est que je profite rarement des compliments. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai. J'espère que ce sera positif, mais est-ce que j'ai peur que ça soit négatif? Non, je pense pas. Il n'y a pas de raison. Et enfin, pour commencer avec une petite note enjouante, votre chanson préférée? Ah. Bah là, vous me demandez ça comme ça. La première chanson qui me vient à l'esprit, c'est Change is Gonna Come de Al Green, la version d'Al Green. Vous chantez les premières notes? Oh là là, si j'avais su. Bon, vous les murmurez, les premières notes? Attends, comment ça fonctionne encore? Parce que lui, il a une voix, vous savez, c'est les voix noires américaines, complètement éraillées. Là, et moi, je vais... Non, c'est un truc, ça va... Bah, faites un effort. Ouais, c'est comment ça marche? Enfin, le rythme, en tout cas, c'est... Oui, enfin, excusez-moi, mais il a plu hier. Peut-être pas obligé de pleuvoir tous les jours. Alors, le chant est ma plus grande angoisse. Quand j'ai fait l'école de théâtre, on devait faire du chant. Oui. J'ai jamais chanté. Je suis incapable de chanter. Même pas Toréador prend garde, un œil noir te regarde. Non, même pas Toréador prend garde, un œil noir te regarde. Ah, c'est triste. Moi non plus, je vais vous chantez dire. Pas? Je chante, oui, mais faux. C'est vrai? Oh. Vous voulez pas nous faire une petite démo? Vous êtes malade. Attendez, qui est sur la sellette ici? C'est vous ou c'est moi? Oh, on est ensemble. Ah, pas du tout. Pas du tout? Ah non, on est chacun d'un côté du bureau. Ah. Excusez-moi, mais... Mais dans le même espace? Dans le même espace, ce qui n'a rien à voir, puisque nous le partageons forcément. Ouais. C'est le moment d'en savoir plus sur vous, Roda Fawaz. C'est les questions de la patronne, Anne Gruet. L'interrogatoire. J'ai appris que vous vous intéressiez à la justice. En quoi cela vous intéresse? Par exemple, vous allez très, très prochainement nous rendre compte de Salle des pas perdus. Oui. C'est quoi? En fait, c'est un film que j'ai co-réalisé et co-écrit avec Thibaut Wolfhard, qui s'appelle maintenant Les Pas Perdus. Parce que Salle des Pas Perdus était pris? Non, c'est parce qu'on a voulu changer, en fait, parce que la Salle des Pas Perdus, c'est vraiment la salle des pas perdus du Palais de Justice. Et en fait, les Pas Perdus, ça correspondait mieux à notre film qui veut se positionner à un endroit plus humain. Et les Pas Perdus, il y avait un côté un peu, et ceux qui ne sont pas perdus et les pas perdus. Donc voilà, il y avait un petit... Côté philosophique. Voilà, un peu plus, ouais. Et ça raconte? En fait, c'est l'histoire de personnes qui vont faire des choix qui vont bouleverser leur vie. Et on est parti du principe que le palais de justice est un lieu qui essaye de réguler la société, mais qui forcément ne peut pas réguler les émotions et les êtres humains. Et donc, on a comme ça tous des personnages qu'on va croiser dans ce palais de justice, qui prennent des décisions très fortes pour leur vie, dans une recherche, une quête de bonheur, d'identité. Et voilà, un peu... ça parle un peu du monde dans lequel on vit aussi, quoi. Cet individualisme et en même temps... cette envie de vivre tous ensemble, quoi. Vous avez déclaré adorer jouer nu. On peut voir? Ok, si c'est ça que vous voulez. Ah, mais pas de problème, j'ai l'habitude. Le nombre de gens qui se déshabillent pour montrer leurs blessures, vous n'avez pas idée. Regardez. Non, mais non, j'avais joué dans Invisible, qui était une série... RTBF, et que j'avais adoré parce que le principe c'était que quand on était invisible, on était nu à l'image. Et alors évidemment ça faisait partie des choses qui me plaisaient, c'était de marcher nu dans les rues en Belgique. C'est quand même une chose qui m'arrivera très rarement. Ah, vous avez marché dans la rue nu? Oui, dans la série, ouais, je suis nu. Et c'est les génial. gens? Mais alors ce qui est très drôle, je vous raconte une histoire. Oui.
On était parti, je sais pas où, dans un coin un peu, j'ai oublié le nom. On est là et on fait une séquence où je dois marcher dans la rue et je dois m'éloigner. C'est la fin d'un épisode, quoi. Je marche dans la rue, je dois m'éloigner. Ah, ça doit être beau, ça. Alors, et je suis nu. Oui. Et donc, ce qui est génial, c'est que je marche, mais alors, il y a toujours des gens qui doivent bloquer un peu les figurants, la circulation, qui doivent bloquer aussi les gens qui passent, parce qu'il ne faut pas qu'ils soient à l'image et tout ça. Et donc, moi, je marche. Et alors, il faut savoir que, évidemment, on cache les parties intimes, parce que en public, vous ne pouvez pas vous balader nu, parce qu'évidemment, il y a d'autres personnes. C'est un peu de l'exhibitionnisme. Voilà. On dit ça comme ça, enfin, ça porte un autre nom aujourd'hui avec le code pénal sexuel, oui. Et donc là, la bieuse m'avait créé un genre de petite sacoche, vous voyez. Oui, parfaitement, comme dans les tableaux de Bruegel. Pour mettre la petite chose. Et donc, je suis là, je mets ça, et à un moment... parce que vous en avez qu'une petite. Je vous ai dit aussi que l'humilité fait partie de mes qualités ou pas? Ah oui, donc c'est pas vrai. Je sais pas. Donc vous mentez. L'humilité fait partie de vos qualités, mais d'un autre côté, le mensonge fait partie de vos défauts. Je ne m'en fais pas. Continuez, vous marchez complètement nu. Donc je marche complètement nu. Mais sauf la feuille de vigne. Voilà, la feuille de vigne. Sauf que la feuille de vigne, elle veut aussi tomber, quoi. Donc je disais à un moment, bon, les gars, j'en ai marre de ce truc, ça va tomber. J'ai pas envie qu'on arrête la prise parce que ça va tomber. On va la faire une fois, je le fais sans et on y va vite, quoi. J'y vais. Et là, je marche. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois des enfants comme ça, qui sortent d'une école. Oh merde. Et moi, dans ma tête, je suis occupé à faire le truc. Et je suis à la fin, quoi, parce qu'on me dit, tu dois aller là, puis tu tournes à droite. Et dans ma tête, et je vois ce truc, et je me dis, mais est-ce que la caméra voit les enfants? Est-ce qu'ils ont coupé? Et je suis en train de marcher, je me dis, tu dois continuer pour pas couper le truc, qu'on en finisse, quoi. Et là, je marche. Mais je pense que j'avais encore la feuille de vigne devant. Oui. Et j'étais là, je marche. Et là, je vois les enfants qui regardent. Et je fais, non, mais nom de Dieu, avec qui sont ces enfants? C'est pas possible. Et je tourne la rue et je vois donc l'assistante qui va me mettre une couverture, ce truc. Mais je fais, mais c'est qui ces enfants? Avec qui ils sont? Elle dit, mais je sais pas, je l'ai dit à leur professeur. Et là, je vois le professeur qui est en train de me filmer. Et je me dis, mais c'est pas possible. L'éducation dans ce pays aussi. C'est-à-dire que les enfants étaient en train de me voir nu. Et elle, plutôt que de dire à ses enfants, allez, tac, elle était en train de me filmer pendant tout le truc. Ou pour avoir les preuves de votre délit. Voilà un délit. Vous voyez? Voilà un délit. On en cherchait un. C'est pas mal. L'exhibitionnisme en présence de mineurs d'âge, de moins de 12 ans. Je vous raconte pas. Non, mais j'avais la feuille de vie. Mais c'était assez... Je sais plus pourquoi on parlait de ça. Vous m'avez parlé de marcher nu dans la rue. Ben oui, je vous ai parlé, je vous ai déclaré, enfin je vous ai dit, que vous aviez déclaré adorer jouer nu. Ouais. Vous avez des origines très différentes. Vous êtes né au Maroc, vous êtes d'origine libanaise, et votre mère vous a attendu en Guinée. Et j'ai grandi en Guinée, oui. Et grandi en Guinée, et vous êtes arrivé en Belgique. Oui. À quel âge ? Je dirais entre 4 et 6 ans, c'est pas très clair dans mon esprit. Ma mère me dit toujours qu'on était là plus tôt, et moi, bizarrement, mes premiers souvenirs remontent à 6 ans, 5-6 ans. D'accord. Et vous avez toujours habité rue Rodenbach, non? Non, pas du tout. Non, moi j'ai grandi... là, encore une fois, ma mère me disait qu'on avait habité près de la gare du Midi, mais moi, j'ai toujours eu l'impression d'avoir habité avenue Monte-Carlo, à Forêt. D'accord. C'est vraiment là que... Ouais. La bande de Forêt, la bande de la place Bethléem. Place Bethléem, ouais, moi j'étais pas de ce coin-là. Moi j'étais plus place Saint-Denis et tout ça. Oh, ben c'est pas mal non plus. Oui, à l'époque c'était déjà... Ça, c'était les bandes de copains qui se réunissaient pour refaire le monde tout en fumant du shit. Oui, je vois bien. Alors, est-ce que vous avez trouvé votre propre identité entre Guinéens, Marocains, Libanais, Belges ? Est-ce que ça vous aide d'être belge, d'être d'origine libanaise ? D'être belgo-libanais, en fait, c'est très marrant. Et pourquoi ne vous appelez-vous pas Marouane ? Marouane ? Ah, c'est le prénom fétiche du Liban, ça. Hein ? C'est vrai, Marouane ? Oui, ça dépend. Ça dépend si vous êtes catholique ou musulman. Musulman d'éducation. D'accord. Vos parents sont d'origine où au Liban ? Du sud Liban. Près de la frontière israélienne. Près de Methoula ? Joya. Oui, c'est près de la bonne frontière avec la frontière israélienne, hein, près de Methoula. Et donc ça, c'est fort bien. Donc nous savons que le Liban était la Phénicie, c'est-à-dire un endroit où on a inventé l'écriture, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que, comme Belge, avoir
être d'origine du pays qui a inventé l'écriture, c'est quand même une fierté particulière. C'est une fierté complète. Malheureusement, aujourd'hui, ce pays n'a plus... C'est plus de ça qu'on retient de cet endroit-là, de ce coin-là du monde, de toute façon. Ça, c'est un peu triste. En tant que Belge, et c'est marrant parce qu'on a parlé de beaucoup de choses là depuis le début, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis plus dans une phase de ma vie où j'essaie de faire un petit pas vers le Liban. Ou alors que pendant longtemps, et on parlait par rapport à toutes les discriminations que j'ai pu vivre, j'ai essayé de me faire aimer en Belgique. Quelque part, se faire aimer, façon de parler, mais je pense de vouloir aller vers les Belges, de vouloir être accepté par les Belges. Et aujourd'hui, je pense, de par mon travail, de par aussi l'âge que j'ai envie de faire un petit retour aux sources, un petit pas en arrière aussi, et aller mettre des graines un peu dans mes racines libanaises. Et là, par exemple, je suis aussi en négociation pour aller jouer au Liban, chose qui pour moi était impensable il y a encore quelques temps. Pourquoi impensable ? Parce que je ne voyais pas l'intérêt, je ne voyais pas voilà, j'avais rien d'intéressant pour moi là-bas. Oui. Et en fait, c'est vrai que voilà, maintenant, je sens aussi que le pays a peut-être plus besoin de moi que la Belgique a besoin de moi. En tout cas... Dans quel sens ? J'ai l'impression que pour la Belgique, enfin, je veux dire, on est indispensable nulle part, mais je veux dire, pour la Belgique, j'ai l'impression qu'il y a... J'estime pas qu'on m'utilise à 150% ou à 100% de mes capacités. Vous avez envie de donner plus ? Je pourrais donner plus, on ne me donne pas l'opportunité pour. Oui, mais les gens... Non, je n'aime pas ce mot « on ne me donne pas l'opportunité », parce qu'alors ça veut dire que les gens... Quand on attend toujours quelque chose au lieu de créer quelque chose. C'est ça. Donc ça, je n'aime pas. Donc je dirais plutôt, les gens ne sont pas prêts à recevoir plus. Ouais, ça j'aime moins aussi, parce que alors ça me donne cette impression que... Moi, je pense qu'il y a une responsabilité collective dans les choses. Et donc, c'est très intéressant que vous ayez dit ça. C'est qu'on crée des choses, on donne des choses. Et c'est ce que je fais dans mon métier, par exemple, depuis plus de 15 ans maintenant. J'ai fait mes spectacles, j'ai fait mes films. J'ai beaucoup donné. Alors, on m'a aussi ouvert la porte grâce aux séries RTBF et tout ça. Mais j'aime bien la responsabilisation. Et quand les gens disent on n'est pas prêt à recevoir, j'ai envie de dire non. Moi, je pense qu'il y a vraiment aussi... Et c'est aussi ça, le racisme. Il n'y a pas la volonté. Il n'y a pas la volonté de donner l'opportunité. Vraiment, c'est ça que je veux dire. Parce que... Pas la volonté de recevoir. De recevoir. C'est donner l'opportunité que je n'aime pas. Mais c'est parce que c'est un travail collectif, en fait. Oui. Parce que si on veut me laisser la place, on doit me donner une chance quelque part que moi, évidemment que je peux créer beaucoup de choses. Vous voyez, c'est si je veux ouvrir la maison, si je veux rentrer chez vous, vous devez accepter de m'ouvrir la porte. Voilà, c'est ça que je veux dire par opportunité. Quand vous voulez. Écoutez, c'est pas compliqué. J'habite pas loin d'ici. C'est vrai. Il n'y a pas de problème. Vous êtes... Non, je vous accueille volontiers. Avec plaisir. Moi. Ouais. Ça me fait penser que je dois écrire à un copain parce que... Je suis désolée, petite incise. Alors, donc, le Liban, vous avez déjà été au Liban ? Oui, j'y suis allé quelques fois. Bon, il y a eu beaucoup d'événements au Liban, donc c'est toujours très compliqué d'y retourner. Là, j'y suis allé en avril récemment. Ah, la plus belle période. Ouais, c'était sympa. Mais là, bon, le pays vit des moments difficiles, mais très surprenant, ce pays. Et le peuple est très surprenant aussi, et donc... Et vous êtes allé où au Liban ? Là, je suis allé à Beyrouth, et je suis juste passé par Psharré, qui est l'endroit... Vous parlez arabe ? Un peu, je comprends mieux que je ne parle. D'accord, alors donc si je comprends bien, vous êtes d'origine, donc vos parents sont d'origine libanaise, mais dans la culture musulmane, ils véhiculaient le français à la maison. Ouais, parce que comme je vous disais, moi j'ai grandi en Guinée, qui est aussi francophone. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que mes parents, ils parlent arabe, mes parents, mais je pense qu'ils nous ont pas transmis ça vraiment à fond. Et quand vous le regrettez ? Ouais. C'est un gros regret que j'ai. D'ailleurs, je prends souvent des cours d'arabe. De poésie. Quel est votre poète préféré ? Khalil Gibran, sans hésiter. Oui, mais il écrit pas... il écrit tout en arabe, Khalil Gibran. Il a écrit en arabe, en anglais... en français. Ouais. Oui. En anglais, arabe, ouais. Ça a été traduit après. Pour le français, je sais pas. Quoi que... ça. Ouais. D'accord. Et donc, Khalil Gibran, c'est bien. Vous pouvez... donner une des poésies que vous préférez ? De Khalil Gibran ? Oui. Ah, je pense que...
Alors, Le évidemment, premier vers d'une poésie que vous aimez et auquel vous pensez souvent. c'est dingue parce que j'étais en train de lire là, mais il y en a tellement parce que je les connais pas par cœur, mais... Bon, tiré du prophète. C'est quand Non, ça même c'est même pas, ce serait vous avez votre Liban et j'ai mon Liban, mais... Oh, c'est fou, je les connais pas par cœur. Hein. Non, mais il y en a plein. Non, mais une petite phrase qui pourrait vous tourner en tête parce que c'est celle que vous auriez préférée, quoi. Mais c'est pas grave. Hein. Non, mais il y a l'amour aussi, suivez l'amour quand il frappe à votre porte, enfin voilà, mais je ne connais pas. Ah, ça vous faites effectivement, à mon avis. Alors, Quel libre. vous avez fait des études dans le tourisme. Quelle chanson... Ah, pardon, non, je retourne en arrière, excuse-moi. Dans une interview, vous dites ne pas apprécier le côté m'as-tu vu de certains acteurs. Oui, j'ai dit ça, moi. C'est Je sais pas, possible. c'est le greffier qui dit ça, il a trouvé ça dans le dossier. M'as-tu vu? Ah, alors qu'est-ce que ça Oui. voudrait dire? Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Il se la pète. Qui se la raconte? Ouais, peut-être parce que j'en suis, oui, vous non, je parlez sais mieux pas. que moi. Enfin, plus proprement. Non, le côté... Non, en fait, moi, j'aime bien, en tout cas, dans mon métier, c'est essayer de trouver un équilibre entre lumière et ombre, quoi, voilà. Je pense que c'est très important de savoir aussi être discret et aussi, après, voilà, profiter des moments de lumière et être en lumière au moment où c'est opportun et intéressant. Oui. Et surtout, aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux et tout ça, on peut toujours se mettre en lumière alors qu'on n'a rien à dire ou rien à faire. Que pour moi, c'est important, surtout... Oui, avec mon métier, j'ai évidemment cette attirance naturelle vers la lumière aussi. Vu que je fais ce métier, il ne faut pas non plus être hypocrite. Mais moi, j'ai très peur aussi de la lumière, bizarrement. C'est très étrange, en fait. C'est que Vous je la avez cherche. peur d'être aveuglé? J'ai peur plus d'être brûlé, je pense, je crois. Les feux de la rampe? Ouais, j'ai quelque chose qui me fait toujours peur, qui peut-être aussi me limite à un endroit m'empêche vraiment de me dire, allez, vas-y à fond, quoi. Pas assez d'orgueil, et pourtant, c'est pas pour l'orgueil que je dis ça, pas assez d'orgueil, pas assez de confiance en soi, et pourtant, vous vous placez continuellement des défis que vous essayez au mieux de relever. Mais c'est vraiment ça, oui. C'est vrai, c'est assez paradoxal, mais... Oui, alors l'habitude dans ce bureau est de se partager le travail, c'est-à-dire je fais les 3/4, monsieur le greffier fait un tout petit peu, mais il y tient beaucoup pour avoir l'impression d'être ma moitié. Okay. Et donc, je lui laisse poser une question. Roda, vous avez fait de l'impro? Oui. Est-ce que votre vie est improvisée? Une partie, oui. En quoi? Une partie, oui, c'est que j'ai des envies, des objectifs, un cadre que je me mets, que je suis obligé de me mettre pour pas me perdre. Et en même temps, je laisse place à l'inconnu, à l'improvisation, à l'instant présent. Voilà. Dans notre métier, on travaille, puis le lendemain, on n'a peut-être pas de travail, on n'a pas de projet. Donc, il faut accepter ces moments-là où c'est des moments un peu plus de vide. Puis il y a des moments, il faut les cadrer aussi, ces moments-là. Donc, ouais, ma vie est assez à l'impro, vu qu'aussi, je sais jamais quand... Et c'est ce que j'aime, hein. Je sais jamais, contrairement par exemple au professeur, mon frère est professeur, il sait quand il a des vacances, il sait quand... moi pas, je peux partir quand je veux et en même temps, je peux annuler aussi mes vacances au dernier moment parfois, donc voilà. Vous n'avez pas peur de l'avenir? Waouh. Si, il y a toujours un peu cette peur de l'avenir. Mais je pense qu'elle est plus globale. Je ne dirais pas que c'est la peur de l'avenir par rapport à mon métier, parce que sincèrement, je suis quelqu'un qui pourrait tout à fait arrêter d'être dans le milieu artistique. Vraiment, pour moi, l'important, c'est vraiment de me sentir bien. Donc souvent, quand je me pose la question de tiens, est-ce que j'ai envie de continuer ou pas, c'est jamais par rapport au métier. C'est juste est-ce que tu prends ton plaisir encore. Moi, je sais que je pourrais partir et vivre quelque part ailleurs et tranquillement. Mais donc j'ai plus peur de l'avenir dans le sens, plus dans le monde dans lequel on vit, quoi. Ça, j'ai peur quand je vois tout ce qui se passe. Cette déshumanisation, elle me fait vraiment peur, quoi. Je trouve qu'on part vraiment vers un chemin qui moi, me correspond pas. Alors j'ai peur, chaque fois que je parle comme ça, de me dire est-ce que je suis un vieux con déjà aussi. Mais quand je vois les chats GPT, toutes ces histoires-là, et je vois aussi que les gens, ils foncent dans toutes ces choses-là, je sais pas, je trouve qu'on est vraiment... on a perdu beaucoup, quoi. On a perdu beaucoup de choses... En tant qu'humain, je trouve qu'il y a de quoi détester l'humain, quoi. Franchement, il y a beaucoup, quoi. Là, pour l'instant, je trouve qu'on est... Ouais.
Là, voilà, je suis un peu perdu par rapport à ça. Là, c'est vraiment la chose, c'est presque une grosse déception, quoi. Ce qui se passe pour l'instant, à tous les niveaux, quoi. La consommation, c'est bête, ce que je dis là est cliché. Je suis un peu perturbé en le disant parce que c'est vraiment ma vraie peur, quoi. Quand je comprends plus rien. C'est-à-dire que vous avez peur d'être politiquement incorrect en balançant tout ça? Non, c'est pas ça. En fait, c'est parce que vraiment, je pense que je suis vraiment perdu par le monde dans lequel on vit. Je pense que, même par rapport à tous ces combats qu'il y a, où chaque fois que je vois des nouveaux combats, je dis, mais... Par exemple, moi, je mets vraiment, que ce soit les combats féministes, LGTB, ou même pour le racisme et tout ça, je trouve qu'aujourd'hui, chacun vit un gros problème, une grosse crise identitaire, et qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde vient se victimiser sur plein de choses qui sont justifiées au départ, mais je trouve que la manière dont on mène tous ces combats, et je le dis aussi moi-même par rapport aux discriminations raciales, je trouve qu'il y a quelque chose où on est en train de donner beaucoup d'importance aux mots, de dire moi je suis ci, moi je suis ça, moi je suis ça, et la catégorisation, et on se divise de plus en plus et on crée beaucoup plus de combats et il y a plus de bienveillance, et donc en fait on vit plus du tout ensemble alors qu'on dit qu'on veut être reconnu, donc c'est un combat, quoi. Chacun veut être reconnu mais en même temps on veut vivre ensemble, et en fait ça va plus, quoi. Et malheureusement ceux qui sont au pouvoir, entre guillemets, parce que ceux qui sont au pouvoir c'est pas eux qui décident de ça, en fait eux ils laissent gérer la chose, culpabilisent, les anciens culpabilisent aussi, et donc on laisse la parole à des gens parce qu'on se dit, bon, allez, ok, et on donne du pouvoir à ces gens-là, et ça s'aggrave, en fait, ça s'aggrave. Moi, je le vois à tous les niveaux, et des fois, ça me fait très mal. Pardon ? Il n'y a plus de lien. Il n'y a plus de lien, non. Il n'y a plus de lien, et moi, je le vois aussi sur des thématiques qui me touchent, comme le racisme et tout ça, où des fois, je vois des gens prendre la parole là-dessus et avoir la place dans les médias, et je dis, mais non, il faut pas donner ça. Sauf que des fois, c'est des paroles simplistes qui arrangent aussi les médias, mais on leur donne une vitrine qui est pas bonne du tout, qui ne fait pas avancer la cause collective et la cause d'une manière beaucoup plus profonde et sincère. Donc, comme les politiques et souvent aussi les gens de pouvoir sont là pour des mandats, ils font des gros coups, quoi. On va faire ci, on va faire ça, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Et aujourd'hui, je vois des gens perdus qui dirigent, qui guident d'autres gens perdus, quoi. Vous n'êtes pas prêt d'avoir des enfants, du coup? Ça, c'est encore autre chose. Je pense pas que ça me bloque par rapport à ça. J'aimerais bien avoir des enfants, parce que j'ai pas d'enfants. Mais je pense que, voilà, par exemple, la première étape, c'est de trouver la femme avec qui ce lien pourrait se créer et qui cette chose pourrait se faire vraiment. Vous habitez seul? Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est un peu ça aussi. C'est que chacun individuellement est perdu, et j'en fais peut-être partie. Je critique pas, mais je pense que la manière dont on rencontre les gens a aussi évolué. Tout est devenu dans des cases, dans qu'est-ce que j'ai besoin moi. Il y a plus l'effort. En fait, il n'y a plus l'effort, il n'y a plus le travail de rencontrer quelqu'un. Il y a plus. Quand je dis l'effort, c'est aussi de se dire, je vais aller vers l'autre, je vais aller vers son humanité. La bienveillance, c'est ça, c'est faire de la place à l'autre pour faire de la place au pardon. Aujourd'hui, on dit un mot de travers, on est taxé de quelque chose. On dit, mais attendez, c'est pas que. Peut-être je savais pas, ou peut-être que voilà, c'est pas grave, mais on peut parler encore. J'ai passé toute mon adolescence avec des gens qui parlaient des Arabes, des Noirs. Je veux dire, si à chaque fois je truc, et c'est bien qu'on en parle, mais il faut qu'on soit dans une chose qui soit constructive et pas être dans la sensibilité des gens. Si y a un problème de sensibilité, moi je fais dans l'humour aussi. Si les gens ont un problème avec une blague qui les blesse, il faut qu'ils questionnent aussi leur sensibilité. Et aujourd'hui, on fait l'opposé. Tiens, l'autre jour, j'ai vu une vidéo, même pas un article, sur un bar, le bar de Magritte, là, vous savez, où il y a des dessins et tout ça. Ça s'appelle le papier doré, ou je sais pas trop quoi. La fleur en papier doré, rue des Alexiens. Voilà. Et ce bar a été repris par des gens, des jeunes, et apparemment, il y a une fresque dans ce truc où il y a un mec qui regarde une fille. Je sais pas, ou un vieux qui regarde une fille. J'ai vu l'article, j'ai lu l'article, donc je sais pas trop. Et là, les propriétaires ont été obligés de mettre un rideau parce que, en fait, ça peut déranger les gens. Et donc, on a mis un rideau parce qu'on respecte l'œuvre, mais en même temps, le rideau peut être enlevé si les gens veulent voir l'œuvre. Et là, je dis, mais il y a un problème, quoi. C'est la sensibilité des gens qu'il faut questionner. Si à un moment, vous êtes là, vous dites, je vois ça, ça me dérange. Ok, mais ça fait partie du truc. Il faut pas qu'on soit chaque fois en réaction à une sensibilité, parce que les sensibilités ne sont pas toujours, ne trouvent pas forcément leur source au bon endroit dans chacun d'entre nous. Voilà. Donc je pars un peu dans ça, mais c'est un sujet qui me touche énormément, et le monde dans lequel on vit me perturbe énormément et pousse à être dans une solitude énorme, en fait, pour moi. D'accord. Alors, vous avez fait des études dans le tourisme, il paraît ? Ouais.
Quelle chanson pourrait accompagner vos vacances d'été ? La Gadoue de Françoise Hardy ? Non, non, je pensais souvent quand moi je pars en vacances, c'est souvent des voyages un peu solitaires dans le désert, des choses comme ça, donc ce serait peut-être plus une musique plutôt calme et tout, relaxante. Ce serait même pas forcément une chanson avec des paroles et tout, mais ce serait... Ça pourrait être une mélopée. Ouais, ou vraiment un truc du genre... je sais pas, j'aurais envie de dire un morceau de Bachar Makhalife qui soit un peu doux au piano. Bachar, ouais. Ou la trompette d'Ibrahim Malouf. Beyrouth, par exemple, d'Ibrahim Malouf. Ça, c'est quelque chose qui pourrait bien m'accompagner. On va maintenant analyser vos effets personnels, chère Roda Fawaz. La saisie. Patronne, voici les objets personnels de Roda Fawaz. Dans son sac, on retrouve des feuilles. Je vous les fournis, patronne. Merci. Oui, je suis en train de lire un peu. Oui, s'il vous plaît, ne divulguez pas le contenu. Non, certainement pas. C'est Je suis top secret. totalement incapable quand même. J'ai un esprit vif, mais pas à ce point. Fatigué d'attendre une réponse de l'avocat. Mais ça vous va bien avec votre discussion. L'avocat est dans les pas perdus. Oui, mais vous savez que je voulais être avocat au départ. C'est vrai. Ça a fait partie de mes... Enfin, parce que j'étais un grand fan de cette série Perry Mason. Quand Ah j'étais oui, petit. je vois. Mais alors, c'était un peu un avocat qui Mais faisait ça n'est pas l'enquête. vraiment Ouais, comme ça c'est qu'on ça. pratique la C'est ça. justice en Belgique. Hein. C'est ça. Et donc, mais je pense que j'étais attiré par le côté oratoire de l'avocat. Et maintenant, en fait, je pense que ce qui me plaisait surtout, c'est cette confrontation, une forme d'humanité que je retrouve quand je travaille des rôles et qui m'oblige aussi à plonger dans un univers. C'est ça qui me plaisait. Dans le sac, on peut également retrouver vos affaires de vélo. Ouais. C'est bien, il y a quand même le casque. Il n'y avait pas le gilet jaune, mais au moins il y a le casque. Non, il y a Vous le casque, portez le évidemment. casque au-dessus de votre chapeau ? Non. Non. Mais c'est pour Ou ça que le j'ai chapeau sur le casque. Non, Ça j'aime- vous irait bien. Non, mais c'est pour ça que je prends toujours un chapeau. Je porte de plus en plus de chapeaux parce que comme je fais du vélo, après mes cheveux ressemblent à rien. Dans la poche avant, on retrouve le téléphone. Ouais. Le fond d'écran, c'est vous ? C'est moi dans le désert. Ouais. C'est une ombre de moi dans le désert. Ouais. On peut avoir le code du téléphone ? Ah, vous voulez le code du téléphone ? Vous êtes fous ici. Mais qu'est-ce que c'est ? Dans les photos, on retrouve une photo en noir et blanc, c'est qui ? Khalil Gibran. Ça, c'est Khalil Gibran. C'est une photo que j'ai Monsieur le greffier, on vient d'en parler. Désolé. C'est une photo que j'ai prise au Liban, justement. Je suis parti au musée Khalil Gibran et j'ai dû prendre des photos de lui. Parce qu'il y a son tombeau dans le musée. Je vous invite à aller visiter ce musée. Il est vraiment très chouette. En fait, pour être honnête, c'est parce que je travaille aussi sur un projet sur Khalil Gibran. Et donc, voilà. Il y a très peu de photos au final dans votre téléphone. Ouais, mais je suis pas très... J'avoue, en fait, même quand je pars en vacances, je prends jamais de photos. Même la photo, vous disiez, de moi en fond d'écran, c'est quelqu'un qui l'avait prise pour moi. Moi, je suis pas quelqu'un qui prend des photos. J'aime bien être dans l'instant au maximum. Et donc, quand j'ai des photos, c'est souvent soit des choses qu'on m'envoie par WhatsApp ou soit... ouais, voilà, des choses que je prends comme ça, mais que j'utilise jamais, en fait. Dans votre poche, il y avait pas mal de cartes. Parmi les cartes, on retrouve 3 cartes de banque. C'est vrai ? Ouais. Oui. Il y a personnel et la société, ouais. On retrouve aussi une carte d'abonnement cinéma. Ouais. Vous allez beaucoup au cinéma ? C'est un peu ça, c'est plus une carte 5 places. J'essaye d'y aller, mais j'y vais plus trop souvent pour l'instant. J'avoue, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le soleil. Et donc en été, c'est pas la phase où je vais au cinéma. Casque de vélo dans le sac. Dans la poche, on retrouve une carte de transport en commun. Ouais. Jamais la voiture, du coup. Très, 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 très rarement, mais je déteste aussi les transports en commun. C'est vraiment... Mais du coup, j'ai quand même ça au cas où... Parfois j'ai envie, mais sinon je préfère beaucoup plus la marche. Il y a une histoire avec le sac ou pas ? Le sac, ouais, je l'ai acheté au Maroc. C'est un sac que j'ai acheté au Maroc. Je cherchais des beaux sacs en cuir. Et en fait, un jour, ça coûte excessivement cher, je trouve, les sacs. Et en fait, au Maroc... N'en parlez pas. Ouais, et au Maroc, je les ai trouvés pour pas trop cher. Je m'en suis acheté 3 et donc je suis super fan de ces sacs que tout le monde adore. Dont Monsieur le greffier apparemment aime beaucoup mon sac. Si je peux le récupérer Oui. à la fin, Je vois je suis ça. preneur. Entrez, Vous validez pour moi. Pour vous. Roda Fawaz, c'est le moment du compte-rendu de la patronne. Le jugement. Merci Roda Fawaz d'avoir répondu à nos questions. Il est maintenant l'heure du compte-rendu de l'entretien. Puis-je vous demander un instant de silence ? La patronne réfléchit. Face à la juge Gruet. Patronne, c'est à vous. Roda Fawaz,
Rhoda, la roue, celle qui amasse mousse pour s'en faire un lit où se reposer de soi-même et de l'excitation qu'on peut ressentir à la fréquentation des autres et au rire. Fabas, c'est-à-dire l'extraverti, ce qui va bien avec la roue, le sociable, c'est-à-dire celui qui voudrait vivre ensemble et connaître l'harmonie du peuple, celui qui regrette peut-être que le patchwork de la couverture ne se soit décousu, pour ne former qu'un ensemble d'êtres et non pas un ensemble d'idées éventuellement bien acceptées par l'un et par l'autre. Comme beaucoup, vous êtes en quête d'affection, bien sûr, comme extraverti, et comme beaucoup, vous avez éprouvé le mépris de certains autres. C'est-à-dire, vous avez éprouvé de rentrer dans votre coquille quand on ne voulait pas de vous et qu'on vous le montrait. Et c'est ainsi que vous savez difficilement seulement vous ouvrir aux compliments. Vous avez aussi la bonne notion du fait d'une certaine ironie qui fait que vous savez que le Capitole est proche de la roche tarpéienne, la gloire est proche de la déchéance, et vous y faites très attention en tenant vos distances des deux endroits, à mon avis. Alors vous aimez Khalil Gibran, qui aurait pu écrire sur la rose des sables que l'on tient entre ses mains et qui disparaît immédiatement pour retourner au néant. Vous aimez ça, vous aimez la poésie, vous aimez vos origines libanaises, dont je rappelle que c'est la Phénicie. Vous aimez et vous auriez souhaité recevoir un accueil plus chaleureux dans la communauté belge, que vous appelez la communauté belge, et dont vous ne voyez pas qu'en fait, c'est celle dans laquelle vous avez aussi une place parce que vous vous sentez vous-même différent, et c'est le fait de se sentir différent qui ferme peut-être les portes des opportunités que vous pourriez saisir. Je pense que c'est la raison pour laquelle vous croyez qu'en Phénicie, vous allez avoir plus de bonheur. Je n'en suis pas sûre. Le bonheur est très difficile à trouver dans les autres. Le bonheur est très difficile à trouver en soi, mais impossible à trouver dans l'autre. Alors, effectivement, vous avez un certain goût pour la justice, un certain goût également pour la provocation, je pense, pour vous mettre en péril, pour prendre des risques. Et cette roue, elle est en train de rouler le long de la pente qui peut vous conduire vers la montagne d'en face, qu'avec l'élan, elle va gravir sans problème. La salle des pas perdus, le palais de justice, vous reprochez à la feuille en papier doré d'avoir dû mettre des rideaux devant une image peut-être inconvenante. Vous savez qu'à la cour d'appel de Bruxelles se trouvent des tableaux qui ont été masqués tout un temps pour même inconvenance. Donc effectivement, il faut casser les codes. Il faut parvenir à recoudre le patchwork avec l'aide du prophète, Khalil Gibran. Rhoda, une réaction suite à votre jugement ? Waouh. Je suis très ému. Non, je suis très ému. Je trouve ça très juste. Très juste. Tout ce que vous avez dit. Non, je suis très ému. Et c'est vrai que cette notion que vous avez dit que c'est cette différence que je ressens qui peut-être m'empêche d'ouvrir des opportunités, est quelque chose que je questionne aussi assez souvent. De faire attention justement que ce soit pas mon comportement qui amène cette chose-là, ce sentiment. C'est un vrai travail aussi de se dire, voilà, on est différent parce qu'on est... On est tous différents. On est tous différents, uniques, on dirait. On est tous uniques, on est tous différents. Il n'y en a pas un qui soit plus différent de l'autre, c'est ma conception en tous les cas. Mais la différence est un retranchement. Rhoda Fawaz, que retenez-vous de votre entretien avec Anne Gruet ? Je retiens beaucoup d'humanité, d'intelligence
Si, c'est vrai, vraiment, de subtilité. Vraiment, bizarrement, quand on m'avait proposé l'émission, je me suis dit, justement, ça va être justement plutôt froid, carré, formel. Et je crois que c'est alors que j'ai fait quand même beaucoup d'émissions de radio depuis que je fais ce métier, c'est la première fois que je suis autant ému. Vraiment. C'est gentil. C'est la première fois que je suis vraiment très très ému parce qu'on a réussi à toucher des endroits où c'est intime de ma personne et aussi des endroits que j'avais envie de partager. Et donc ça voilà. Alors que je pensais vraiment qu'on allait être dans un truc très justement justice quoi, un peu plus froid, un peu plus carré, un peu plus réglé. Et on a eu ça. Mais en même temps, il y a eu beaucoup d'échanges, d'humanité, et merci pour ça. Roda Fawaz, vous êtes libre. Face à la juge Gruet, un podcast Vivacité.